Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'une de l'actualité de ce jour, la distribution de lampes solaires promise par le président Ange Razouel a débuté ce jour dans les 1er, 4e et 3e arrondissements. Il a également promis ce jour à la population d'améliorer leur niveau de vie en octroyant des formations aux femmes. Les détails avec Judicaël Ranjaniri. La plupart des habitants des bas quartiers vivent sans électricité. Ils dépensent aux alentours de 600 à 1200 ariars par jour pour s'acheter des bougies ou des lampes pétrole. Le président Ange Razouel n'est pas indifférent à cette situation. Il a promis d'apporter la lumière dans chaque foyer une fois réélu. Il a donc commencé à distribuer des lampes solaires dans certains foyers des quartiers d'Ampeflou, d'Anjanmanal et d'Ankourjan ce jour. Lors de cette descente dans les bas quartiers, le président Ange Razouel a remercié les habitants d'avoir été nombreux à aller voter le 16 novembre dernier et à avoir placé à nouveau leur confiance en lui. Le président Ange Razouel a marqué que le nouveau gouvernement sera mis en place dans quelques semaines et que les ministres nommés vont aider la population, se rapprocher d'elle et travailler pour elle. Il a réitéré qu'il sera le président de tout le peuple et surtout celui des personnes démunies. Il a également réaffirmé sa volonté de sortir la population de la pauvreté en créant des emplois et en octroyant des formations aux femmes, notamment en couture, coiffure, pâtisserie, cuisine et autres. Les matériels nécessaires seront offerts aux bénéficiaires pour qu'ils puissent exercer. Il a également évoqué un projet de distribution de terrain pour ceux qui désirent faire de l'agriculture et de l'élevage, un projet financé par le gouvernement américain. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux femmes, aux personnes vulnérables et aux enfants, et une grande partie des fonds publics sera utilisée à cet effet. La distribution de lampes solaires se poursuivra dans d'autres quartiers. Dans les actualités également, la première condition imposée pour la relance de Madagascar Airlines est la suspension des vols extérieurs, selon les explications du ministre des Transports et de la Météorologie aujourd'hui. Dans le cadre du plan de redressement, le dialogue entre les partenaires a été axé sur l'augmentation de la flotte utilisée par Madagascar Airlines pour desservir les destinations locales. Les détails avec Miarvoulat Sferan sur les images de Braz de Nilsson. Selon le ministre des Transports et de la Météorologie, Madagascar Airlines a perdu 9 milliards d'ariars par mois pour ses vols internationaux. C'est la raison pour laquelle ces vols ont été suspendus durant la période de redressement de cette compagnie aérienne de transport malgache. L'objectif du pays, en collaboration avec le ministère du Tourisme, est d'atteindre 1 million de touristes en 5 ans. Pour réussir ce grand défi, nous avons besoin de construire de nombreux hôtels, mais surtout, Madagascar Airlines a besoin de 100 millions de dollars pour pouvoir être complètement indépendante. Les 20 millions de dollars annoncés par le ministre des Transports et de la Météorologie, Ramoudzavel Valéry, seront disponibles grâce au prêt de la Banque mondiale afin de doubler ou tripler le nombre d'avions qui seront utilisés pour desservir les 56 aéroports et les 8 aéroports internationaux de Madagascar. Concernant la compagnie Air Madagascar, cette entreprise publique est désormais en redressement judiciaire et il existe déjà un accord avec les entreprises auxquelles Air Madagascar doit de l'argent. Cette compagnie doit être restructurée selon toujours le ministre, car il existe de nombreuses entreprises au sein de laquelle Air Madagascar est actionnaire, notamment Sofitrans, MGH, Tsaradi, Somatram et bien d'autres. Et la journée de l'aviation civile a été célébrée aujourd'hui à l'aéroport international d'Ivatu. Le 7 décembre est le jour de commémoration de la fondation de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, créée il y a 79 ans à Chicago, aux États-Unis.
Le thème de l'OACI pour l'année 2020-2023 est « Faire progresser l'innovation pour l'aviation mondiale ». L'aviation civile de Madagascar, ou ACM, qui œuvre depuis 24 ans au maintien de la sécurité et de la sûreté du ciel malgache, l'histoire du transport aérien à Madagascar a été présentée aujourd'hui à l'aéroport international d'Ivatu. Et puis, dans un tout autre sujet, le général Randzeva Marcel a été nommé grand chancelier lors du Conseil des ministres tenu hier. Il a également été décidé lors de ce conseil, l'ouverture de l'exportation de vanille transformée débutera ce jour. Tels sont les points essentiels du Conseil des ministres. Madeleine Ramaoulmias a été démise de ses fonctions de grande chancelière lors du Conseil des ministres d'hier. Elle a été remplacée par le général Randzeva Marcel, ancien ministre de la Défense nationale de 1996 à 2002 et ancien ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2009. Il aura donc la responsabilité de remettre le grand collier de grand maître de l'ordre national au président de la République Haj Razoueln lors de son investiture le 16 décembre. Sur le plan économique, la saison de vente et d'exportation de vanille transformée est ouverte à partir d'aujourd'hui, comme l'a recommandé le Conseil national de la vanille. Cette saison sera clôturée le 31 juillet 2024. Le Conseil des ministres d'hier a également approuvé le changement dans le mode d'utilisation du crédit d'investissement destiné à l'appui au développement, SIAD, qui est destiné à être utilisé par les députés. Les districts qui auront 2 représentants en sont concernés. La SIAD sera divisée à part égale en 2 afin que chaque député puisse préparer les programmes de développement qui y sont liés. Les signatures des 2 députés ne sont donc plus requises, mais chacun d'eux signe individuellement auprès d'un ordonnateur en utilisant la partie du registre qui leur est réservée. Et puis le député IRD élu dans le 5e arrondissement, Nevra Oldin, a été élu aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarivo. Il remplace le député élu à Faratsiou, Feu Honoré Rasoul Nzatouf ou Papa Soul, décédé le 10 novembre dernier. Lors de cette élection, il a eu pour rival le député Narsan Rafidmanan, élu à Antanfouti. Mervoulat Sferen Braz de Nilsan. Rai. 132 parlementaires ou leurs représentants ont voté aujourd'hui pour l'élection du vice-président de la province d'Antananarivo. Le député élu dans le 5e arrondissement d'Antananarivo, Nevra Oldin, proposé par le groupe parlementaire IRD, et le député élu dans le district d'Atanfouti, Narsan Fidmanan, proposé par un autre groupe parlementaire, ont été les candidats pour le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, en remplacement du représentant de Madagascar, Honoré Rasoul Nzatouf ou Papa Soul, décédé le 10 novembre dernier. Après le vote, le député Nevra Oldin l'a remporté avec 74 voix contre 58 voix pour le député Rafidmanan Narsan. Selon le député Nevra Oldin, il agira dans l'intérêt de la population et du peuple dans cette nouvelle attribution. Ce vice-président de l'Assemblée nationale reste fidèle au président Haj Razoueln, car selon lui, on lui a déjà proposé ce poste auparavant, mais il l'a refusé. Yang
Créer des emplois pour tous, tel est le seul moyen pour progresser vers le développement. Cependant, il est également possible d'améliorer la vie des gens en s'appuyant sur une idéologie positive, selon le président de la Fari Malagas ce jour. Cette organisation a choisi de soutenir la vision de développement portée par le président Andradouel. Andeniana Martina, Sech Andjanab, Nzar Andjansu. Le chômage des jeunes de plus de 21 ans constitue un fardeau pour leur famille et surtout pour la société en général. Selon le président de la Fari Malagas, Jean-Irine Rafan-Mezansou, il est donc important de créer des emplois afin d'améliorer la situation sociale. Fari Malagas y contribuera également en mettant en place une stratégie qui consiste, entre autres, à redonner de la valeur au travail à Madagascar. Il n'y a pas de bas emploi. Les Malagasy devraient changer d'attitude selon toujours les explications. Environ 325 citoyens chômeurs se sont inscrits au sein de cette association en 5 jours pour espérer avoir une vie meilleure. Le Iragasy ou opéra de chant est désormais inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Plusieurs étapes ont été effectuées par le ministère de la Culture et de la Communication au cours des 4 dernières années avant cette approbation. Le Iragasy est la 3e culture malagasy inscrite au patrimoine intellectuel de l'humanité après le Tawaz ou Zafmanir et le Kabar. Les détails. Selon l'histoire, c'est le roi Andjanapulmirn qui a créé le Iragasy pour divertir les gens qui travaillaient la plaine de Betsemtatach. Aujourd'hui, le Iragasy est un mélange d'instruments comme le tambour et le langraun, la danse et les paroles empreintes de sagesse. C'est ce qui caractérise la culture des hautes terres centrales. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et de la Culture, accorde depuis 2019 une importance particulière au Iragasy et au Pi-Iragasy. Toutes les démarches ont été suivies pour inscrire cette culture au patrimoine immatériel de l'humanité. Les Pi-Iragasy ont également bénéficié d'une scène spéciale grâce à la construction cette année du premier 15 Iragasy géré par l'État à un Peflou. Après de nombreuses démarches et de nombreuses plaidoyers de la part du ministère de la Culture et de la Communication et de la ministre Lalatina Rakutunjazafi, il a été officiellement annoncé mardi dernier lors de la réunion du comité suprême chargé de réviser et de publier la nouvelle liste du patrimoine immatériel de l'humanité, réalisée au Botswana, que le Iragasy fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'agit de la 3e culture malgache inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité après le Tawaz Zafmanir en 2008 et le Kabar en 2021. Et la 2e inscrite désormais par l'équipe actuelle du ministère. Dans les actualités internationales, malgré l'insistance du président Joe Biden, le Sénat américain n'est pas parvenu mercredi à valider une aide de plus de 106 milliards de dollars pour l'Ukraine et l'Israël. Le camp républicain réclamant en échange un durcissement de la politique migratoire des États-Unis. France 24. On pourrait y voir un nouveau revers pour Joe Biden, mais en réalité c'est d'abord une catastrophe pour l'Ukraine. Alors que les hommes de l'armée ukrainienne assument l'effort de guerre que nous connaissons face à une armée russe qui ne recule pas, le facteur qui marque la différence est bel et bien l'aide militaire occidentale offerte essentiellement par Washington. Seulement voilà, les sénateurs républicains du Congrès, même s'ils affirment avoir intégré le risque que constitue Vladimir Poutine pour l'équilibre de la planète, les sénateurs républicains n'ont pas entendu la supplique du président des États-Unis qui pourtant, dans une adresse au Sénat depuis le bureau ovale, a rappelé à quel point l'action américaine était déterminante pour l'équilibre et la sécurité du monde. Tous les républicains ont dit non, et il aura donc suffi de la voix de Bernie Sanders, le trublion de la gauche américaine, pour qu'Israël et l'Ukraine soient privés de leurs enveloppes. 50 milliards de dollars d'aide militaire pure pour l'Ukraine, 14 autres pour le fonctionnement de l'État à Kiev devront donc attendre, mais jusqu'à quand?
Chuck Schumer, le chef de file des démocrates au Sénat, a bien fait patienter les observateurs jusqu'à tard dans la soirée, ici à Washington, leur faisant miroiter un amendement qui pourrait tout débloquer, mais rien n'est venu. Le Sénat va devoir se remettre au travail, d'âpres négociations sur les fonds investis pour sécuriser la frontière sud des États-Unis, par exemple, vont à nouveau se dérouler derrière les portes closes du Congrès, pendant que la guerre en Ukraine fait chaque jour des centaines de morts de part et d'autre de la ligne de front. L'Ouganda examine une loi qui interdirait la vente de vêtements de seconde main. Rejetés par les Européens et les Américains, ces vêtements sont souvent achetés auprès des grossistes, puis expédiés vers les pays africains. C'est une entreprise qui pèse plusieurs millions de dollars. France 24. Ici Owino, le plus grand marché à Kampala. L'endroit où aller pour tout commerçant ou vendeur souhaitant faire des affaires. On y trouve de tout, y compris des vêtements de seconde main. Chaque jour, des milliers de clients se pressent dans les ruelles à la recherche d'une bonne affaire. La plupart des vêtements d'occasion sont de bonne qualité par rapport à ceux qui sont neufs dans les magasins. C'est pourquoi nous préférons choisir la variété. Mais une possible interdiction gouvernementale de la vente de vêtements usagés menace de mettre fin à un gagne-pain crucial pour des dizaines de milliers de vendeurs. S'ils viennent nous interdire de vendre, nous allons tout d'abord perdre notre emploi. Il sera très difficile de subvenir aux besoins de nos familles. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements usagés mondiaux, fournissant ainsi des emplois à quelques 355 000 personnes. Ce qui, selon le gouvernement, nuit à l'industrie textile locale. Nous avons du coton. Nous pouvons produire toutes ces choses dont nous parlons sur le marché de l'occasion ici en Ouganda. Et nous avons des entreprises qui ont commencé à produire. Si vous allez à Mbale Industrial Park, si vous allez chez Fine Spiners, Nitil et d'autres qui sont en train de naître, vous pourrez remplacer ces vêtements de seconde main dans un délai très court. Le président Yoweri Museveni avait déjà tenté dans le passé d'interdire les vêtements usagés avec le soutien du bloc régional de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais l'alliance a craqué à la perspective de perdre l'accès au marché américain. Seul le Rwanda finira par appliquer cette mesure. Mais pour Ouganda, la perspective d'une guerre contre les vêtements usagés est de retour. Et l'interdiction pourrait potentiellement s'appliquer dès le mois de janvier. Pour terminer, depuis le coup d'État au Niger, la junte et le gouvernement qu'elle a formé luttent contre les sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA, mais également pour maintenir des conditions de travail décentes dans le secteur public. Dans des circonstances déjà très dures, l'arrêt d'une partie de l'aide budgétaire qui venait de l'extérieur, comme manque de revenus de l'État, impacte la situation des fonctionnaires et des contractuels de l'État. France 24. Arlit, petite ville d'environ 100 000 habitants dans le nord du Niger, s'inquiète de son avenir. L'activité minière, poumon économique de la région, est à l'arrêt. Et ici, une large partie des fonctionnaires, comme cet enseignant, subissent depuis plusieurs mois des retards de paiement sur leur salaire. Coupé d'une partie des aides internationales, le budget de l'État vacille. Oui, mais bien sûr, on a des retards. On a des retards. Des fois, notre salaire, ça vient dans 8 semaines, 45 jours. Là, on peut avoir notre salaire. Depuis le coup d'État. Dans les écoles nigériennes, les problèmes datent d'avant la prise de pouvoir par les militaires. Les classes en surnombre et le manque d'infrastructures ont été reprochés au président déchu Mohamed Bazoum et à son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Mais après un énième coup d'État dans ce pays aux ressources financières limitées, l'espoir s'amenuise. On est très inquiets même. À propos de notre salaire, à propos de l'équipement scolaire, on est très inquiets. C'est un impact sur tous les pays. Sur tout l'État, sur toutes les fonctions d'État. Aujourd'hui, plusieurs chantiers à travers le Niger sont à l'arrêt. La route entre Arlit et Agadez dans le nord du pays en fait partie. L'entreprise qui emploie cet ouvrier avait avant la crise un contrat avec l'État du Niger pour mener à bien les travaux. Aujourd'hui, sans l'assurance d'être rémunérée par les nouvelles autorités, elle a décidé de suspendre son opération. Au Niger, bien souvent, cela signifie que les petites mains perdent leur source de revenus.
Depuis le coup d'État, on ne travaille plus. Aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, c'est pouvoir reprendre notre travail. Je te le jure, beaucoup qui ont perdu leur travail pensent partir en Algérie ou en Libye pour faire vivre leur famille. Un manque de perspective sur le territoire nigérien, également entretenu par les sanctions économiques et financières drastiques de la CEDEAO et de l'UMOA qui étouffent la population. Ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.